Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Bismart pour rester à l'écoute des marchés chaque jour du lundi au vendredi à 17h pour la grande édition si vous nous suivez en direct sur Bismart TV et le lundi en supplément entre 13h30 et 14h, là aussi en direct pour bien démarrer la semaine sur les marchés. Ces émissions sont à retrouver évidemment en replay chaque jour sur bismart.fr ou encore en podcast sur l'ensemble de vos plateformes préférées. Au sommaire de cette édition du lundi de début de semaine, nous parlerons des émergents et de la Chine notamment avec un point bas pour les marchés chinois qui n'est toujours pas atteint. On a vu encore une séance boursière sur les indices chinois particulièrement chahutés aujourd'hui pour démarrer cette semaine. Et puis un autre indicateur qui reflète les difficultés conjoncturelles et structurelles de la Chine, c'est le niveau des taux d'intérêt. Le taux à 10 ans chinois est tombé à moins de 2,45%, ce qui est un plus bas depuis 2002 pour l'économie chinoise et pour les marchés obligataires en Chine. Qu'est-ce que cette situation appelle comme commentaire et comme analyse? C'est Irina Topasseri, économiste spécialiste des émergents chez AXA IM, qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure. Nous parlerons de la Chine et de la perspective de voir Donald Trump revenir à la Maison-Blanche. Pourquoi pas en novembre prochain? Ça reste pour l'instant une hypothèse, une spéculation, mais il y a bien sûr matière à réfléchir sur ce qu'un nouveau mandat de Donald Trump pourrait impliquer pour la Chine dans sa relation compliquée avec les États-Unis. Là aussi, ce sera sans doute un point de discussion avec Irina dans quelques instants et ça nous permettra de bifurquer sur l'actualité purement américaine puisque nous retrouverons, comme chaque lundi à la mi-journée, notre correspondant américain, Pierre-Yves Dugas, pour notre quart d'heure américain hebdomadaire. Nous reviendrons avec lui notamment sur les derniers chiffres d'emploi explosifs qui montrent un marché du travail aux États-Unis non seulement qui n'atterrit pas, mais qui est peut-être même en train de réaccélérer. Modulo la question de la fiabilité statistique peut-être de ces chiffres publiés vendredi dernier. En tout cas, ces chiffres appellent plus que jamais à la prudence du côté de la Réserve fédérale américaine. Message qui a été réitéré par Jérôme Powell ce week-end à l'occasion d'une interview qu'il a donnée à l'émission 60 Minutes. Il n'y a pas d'urgence évidemment et sans doute que nous n'aurons pas encore suffisamment confiance pour le meeting du mois de mars pour baisser nos taux d'intérêt. Cette confiance supplémentaire que nous attendons n'interviendra sans doute qu'après le meeting du mois de mars. Voilà les derniers propos de Jérôme Powell en la matière. Quart d'heure américain à suivre au démarrage d'une semaine pour l'instant tranquille sur les marchés financiers. Les indices européens sont légèrement positifs à mi-séance. Le CAC 40 s'accroche aux 7600 points. Une semaine qui sera a priori beaucoup plus tournée vers la microéconomie que vers la macroéconomie. On aura quelques statistiques évidemment tout au long de la semaine, mais le gros du sujet restera encore la publication des résultats d'entreprise avec par exemple aux États-Unis des compagnies comme McDonald's, Caterpillar qui sont attendues avant l'ouverture aujourd'hui et Palantir qui publiera ses résultats après la clôture ce soir à New York. Commençons cette émission du lundi de la mi-journée par la question des émergents et donc de la Chine. Et c'est Irina Topasseri à mes côtés, je le disais, économiste senior, spécialiste des émergents chez AXA IM. Bonjour et bienvenue Irina. Bonjour. On parle de la Chine à chaque fois avec vous, c'est l'éléphant dans la pièce, dans la sphère émergente bien sûr. J'essaye à chaque fois de trouver un angle un peu différent pour poser la problématique chinoise qui reste finalement la même, Irina. Et je m'en réfère donc aux indicateurs de marché. Je prenais pour référence le 10 ans chinois. 2,43% en fin de semaine dernière, c'est un plus bas qu'on n'a pas vu depuis plus de 20 ans. Depuis 2002, et je ne parle même pas des marchés boursiers, j'ai regardé la performance du MSCI China qui a été créé en 1992. Sur cette période-là, 92 à aujourd'hui, le MSCI China est négatif. Oui, c'est assez parlant en fait de la situation aujourd'hui assez compliquée dans laquelle la Chine se retrouve et probablement pour la première fois cycliquement et structurellement en tandem. Donc c'est peut-être ça qui explique beaucoup de ces mouvements. Ce qui est très désolant, c'est de voir qu'en fait tout ça se passe sous un fond de soutien de politique économique. En fait, la Banque centrale n'arrête pas de faire des injections de liquidités. Même elle a demandé aux sociétés d'État, la société étatique, d'acheter des actions, d'enrayer la baisse des prix. Et malgré tout ça,
ça saigne en fait sur les marchés. Alors certainement, on va revenir. Malheureusement, c'est le même point en fait. On est revenu à la case zéro. C'est toujours et encore ce secteur immobilier dont on a toujours du mal à comprendre l'effet tentaculaire, si vous voulez, sur tout ce qui est confiance, capacité d'investir, de se projeter dans le futur. On rappelle toujours que ça fait 60% de la richesse des ménages chinois qui est là-dedans. Malgré les marchés qui baissent, on ne voit pas un intérêt du retail chinois pour aller investir là-dedans. Tout ça, ce n'est que le miroir de la même maladie, si vous voulez. Une situation dont l'administration s'est bien emparée. Enfin, il y a quand même énormément de desserrage de réglementation qui s'opèrent alors qu'on parle tous les jours, il y a quelques mesures en plus. Est-ce un peu trop tard? Est-ce pas suffisant? C'est peut-être ça où on va aller chercher le point de changement pour l'instant. Le marché en attend plus. Le marché attend plus. Le narratif de dire on apportera des mesures de soutien mais pas de stimulus, c'est quelque chose que le marché rejette pour l'instant. Tout à fait. Pour l'instant, on sent qu'ils veulent presque pousser à plus. Et pour l'instant, on n'entend pas, il ne s'est pas entendu de la même oreille. Donc, c'est assez clair, aujourd'hui en tout cas dans l'état des choses, que l'administration chinoise ne souhaite pas faire un stimulus massif tel qu'elle a fait par le passé, puisque c'est ce même stimulus aujourd'hui, elle en fait la lecture des déséquilibres qu'elle doit résorber actuellement. Donc, elle ne veut pas accroître ces déséquilibres. Au contraire, elle essaie justement de les résorber, mais tout en faisant du micromanagement de maintenant, afin que ça ne parte pas complètement dans le décor. Donc, c'est assez compliqué sur le secteur immobilier. Les choses se font, mais peut-être pas à l'allure à laquelle on souhaiterait résoudre les problèmes. Dans quelle mesure est-ce que la Chine a encore besoin du reste du monde, Irina? Je regardais ce qu'on appelle les investissements directs étrangers. C'est pas les flux de marché, c'est pas les flux financiers. C'est vraiment les investissements qui sont menés par le reste du monde en Chine. Et quand on regarde la séquence, je voyais qu'en 2021, on était quand même sur un climax, près de 350 milliards nets en dollars d'investissements directs étrangers venant du reste du monde en Chine. 2 ans après, en 2023, on est tombé quasiment à zéro. Oui, il y a plusieurs choses. Je dirais la première, quand vous regardez hors Chine, mondialement parlant, les investissements directs étrangers se sont abaissés dans le monde entier. Mais j'avais remarqué le chiffre, c'est de l'ordre de 30%. Donc c'est significatif. Bon, la Chine, c'est une catastrophe. Il y a une baisse générale, vous dites, des FDI, comme on dit, parce qu'on était sur 2 années avec pandémie, géopolitiquement instable, des guerres qui émanent, etc. Donc en fait, en général, c'est un cadre assez propice à ce qu'on réfléchisse, on pondère un peu les investissements directs étrangers. Après, il y a un deuxième point. C'est une évidence que la Chine en pâtit un peu plus, mais c'est normal puisqu'on vient de dire que la situation n'est pas rose. Mais c'est peut-être pas si catastrophique, ces premiers chiffres le disent. Alors, il faut savoir qu'il y a 2 séries. Alors, celle dont tu fais allusion très bien, c'est celle qu'on utilise tous parce qu'on peut comparer avec les autres. C'est les chiffres typiquement qui sont utilisés par le FMI. Exactement. Donc, c'est la balance des paiements, c'est un peu, pour comparer, c'est un peu la base. Par contre, il y a plein de détails là-dedans qu'on n'attrape pas. Et en Chine, il y a un nombre de petites spécificités qui font qu'il y a plein d'investissements, d'abord fantômes. Bon, ça existe dans le monde entier, donc les îles Vierges, les îles Caïmans, ça existe. Il y a aussi d'autres choses qui s'est passé par rapport à ton point tout à l'heure, que les taux obligataires, donc les taux d'intérêt sont très bas. On voit par exemple actuellement des multinationales qui émettent des obligations localement pour profiter d'un financement plutôt faible. Et ça ne rentre pas dans les investissements directs étrangers. Mais ça vient financer quand même de la croissance ou du capex et des capacités en Chine. Alors peut-être c'est pas... Voilà. Mais ça ne rentre pas dans ces chiffres-là. Après, vous avez toutes les multinationales, parce que la question de base, quand on regarde ce chiffre-là tout particulièrement, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'il y a une fuite on sort de Chine. En fait, les internationaux, aujourd'hui, laisseraient tomber la Chine pour des craintes géopolitiques ou bien structurelles ou conjoncturelles. Généralement, c'est soit structurel, soit géopolitique, donc ils sont aussi structurels, mais pas conjoncturel, on ne fait pas de la... Et en fait, on ne manage pas ce genre d'investissement à la petite semaine en fonction d'un microcycle économique. C'est des vues plutôt longues, etc., qui sont déboursées sur... Et en fait, on ne peut pas répondre tant que ça parce que les multinationales, par exemple, n'ont pas fait de réinvestissement de leurs bénéfices. Typiquement cette période-là, ce qui a du sens, et en même temps, pareil, ça vient dégréver du flux d'investissement. Donc en fait, il y a un nombre de petites choses comme ça peut-être qui viendrait atténuer cette image qui est assez abyssale.
il n'en reste pas moins vrai qu'aujourd'hui, on est dans un déclin des investissements directs étrangers en Chine. Et puis le dernier point qui pourrait être cyclique, qui serait lié à la redistribution de la chaîne d'approvisionnement mondial, parce que ça peut être ça aussi, on investit, mais peut-être ailleurs, peut-être même les Chinois, ils investissent ailleurs, donc du coup le net. Et ça, je ne pense pas que ça peut venir expliquer tout de suite maintenant, parce qu'en fait ça prend du temps, comme je disais. Ça, c'est des choses qu'on verra dans le temps se mettre en place. Peut-être ça a contribué partiellement, mais ça ne peut pas être la seule réponse. Donc un nombre de différentes réponses, des bouts de réponses, mais peut-être rien de si abyssal que le premier chiffre le dit, mais quelque chose, donc effectivement, on a les yeux rivés dessus de manière structurelle, parce que ça change quand même. Et oui, peut-être un autre point qui me vient aujourd'hui à dire, il y a aussi peut-être un changement. Pareil, ça devrait se voir structurellement dans le temps. On dit souvent que, voilà, d'abord, on est venu investir en Chine pour produire et envoyer chez nous. Aujourd'hui, on peut se dire que la taille de l'économie chinoise, le niveau où elle est arrivée, peut-être que c'est un changement à opérer. Peut-être qu'une entreprise aujourd'hui viendra investir en Chine pour la demande locale. Bon, aujourd'hui, elle n'y est pas. Oui. Mais structurellement, il y a peut-être un changement. Et donc ça, c'est moins d'investissement forcément, parce que ça reste sur place et c'est pour servir le marché local et pas revenir sur nos continents. Quand on regarde à l'inverse, les investissements directs menés par la Chine dans le reste du monde, Irina, là aussi, en regardant peut-être l'évolution sur plusieurs années, est-ce qu'il y a quelque chose d'un mouvement, effectivement, qui montrerait que la Chine, là aussi, n'investit plus forcément là où elle investissait beaucoup il y a 10 ans? Mais là encore, peut-être qu'aussi les sociétés chinoises, aujourd'hui, on leur a tiré quand même la sonnette d'alarme. L'administration chinoise a dit désormais, je veux une demande domestique élevée, je ne veux plus être que l'exportateur du monde, donc je veux la prospérité, la fameuse prospérité commune, etc. Donc en gros, on leur demande, en fait, on va favoriser la réglementation pour que leurs investissements soient plus visés vers la production locale pour répondre aux consommateurs final chinois et pas extérieurs. Donc il y a peut-être ça aussi qui est en train de s'opérer, pas nécessairement qu'ils ne se sentent pas les bienvenus ailleurs, pas nécessairement pour d'autres raisons, mais il y a peut-être quelque chose à faire et je pense que la réglementation viendra toujours épauler les investisseurs locaux. La crainte est qu'ils ne fassent pas du cercle, parce qu'ils font souvent ça. Il y a beaucoup d'aller-retour sur l'investissement, parce qu'en fait, par exemple, la Chine a des taxations favorables, etc., pour les investisseurs étrangers. Donc il y a plein de Chinois qui se disent, je vais sortir, je vais avoir une localisation ailleurs. Et puis un statut d'investisseur étranger. Mais c'est le même investissement. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de doublons dans la comptabilité, donc un peu d'attention peut-être là-dessus. Qu'est-ce que Donald Trump à la Maison-Blanche apporterait, si je puis dire, à la relation Chine-États-Unis, sachant que Joe Biden, il faut le rappeler, l'administration démocrate, en tout cas, n'a enlevé en rien aucune des taxes et des tarifs qui avaient été mis en place sous l'administration Trump précédente. C'est vrai, je pense que oui, l'administration démocrate a bénéficié en fait de ce que l'administration précédente a mis en place. Elle a gardé quand même une relation plutôt correcte, sans tension supplémentaire. On s'est vu au plus haut niveau. Exactement. Yellen, Blinken sont allés en Chine. Il y a quelques signaux un petit fois. peu je ne sais pas si c'est moindre tension, mais en tout cas, on a tenu un niveau, on n'a pas augmenté le niveau. Effectivement, donc ce que le marché craint le plus évident, c'est que si Trump venait à être réélu, on est reparti sur des nouvelles. Il dit 60%. 60%. Donc ça, 60% de tarifs supplémentaires sur tous les biens chinois. Donc ça dit un petit peu la crainte qu'on a. Bon, encore une fois, nous ne sommes pas là. Nos prévisionnistes sur l'économie américaine pensent que tous les sondages d'opinion sont trop tôt, sont pas valables aujourd'hui. Donc, bien sûr, on les regarde, évidemment, comme tout le monde. Mais laissons le temps faire. Voyons un peu comment l'économie américaine se portera. Et comment cela se traduira dans les urnes en faveur ou défaveur. Le 5 novembre prochain. Exactement. On n'a pas encore tous les paramètres pour essayer d'avoir une vision prospective fiable de ce qui pourrait être le résultat d'un match, d'une confrontation Biden-Trump. On en reparlera sans doute avec Pierre-Yves Dugas qui sera avec nous dans quelques instants. Je voulais qu'on dise un mot de la Turquie aussi, peut-être, Irina, grand pays émergent, bien sûr, avec une valse des gouverneurs de la Banque centrale turque qui se poursuit, puisque
puisque je notais que Hafez Gaye Erkan est restée à peine 6 mois, je crois, comme présidente. C'était la première femme présidente de la Banque centrale turque. Lui succède donc Fatih Karahan, qui était déjà son deputy, qui est un ancien économiste de la Fed de New York. Qu'est-ce que ce changement nous dit de la stratégie de politique monétaire de la Turquie à ce stade? Oui. Alors, c'est peut-être pas la même valse que par le passé, c'est peut-être un tango, j'en sais rien. Je suis pas assez bonne en danse pour faire le parallèle, mais la valse dont tu fais allusion, c'est effectivement... c'est un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Là, vous dites, c'est surtout l'histoire qui nous a enseigné un peu à la dure que le président Erdogan, il se réveille assez souvent et il démet des fonctions le gouvernement de la Banque centrale en lui demandant de faire ce qu'il souhaite. Donc, au départ, il donne un mandat, puis après, il le retire, etc. Donc ça nous a habitués à ce qu'on appelle ça les U-turn, donc changement de politique économique complètement à 180 degrés. Donc, un coup, on monte les taux, après, on les baisse, etc. Avec l'histoire que la remontée des taux causerait de l'inflation. Enfin bon, voilà. Oui, bien sûr. Le paradigme turc. Un orthodoxe. Voilà. Mais depuis les élections effectivement passées, donc au mois de mai dernier, la nouvelle équipe qui est arrivée, dont fait partie l'ancienne aujourd'hui directrice de la Banque centrale, a eu, en tout cas jusque-là, un très fort mandat qu'elle a mis en place... Pour monter les taux. Pour monter les taux. De 8,5% à 45%. C'est plus que ce qu'on attendait. Donc, ils ont surdélivré pour l'instant, même si l'économie turque, on pourrait faire plus. Mais bon, vu la situation, on se disait déjà, c'est pas mal. Alors, pour une fois, il semble que sa démission vient de son propre gré. Et la nomination dont tu fais allusion très bien est quand même valide un peu ce genre de... Il y a l'idée d'une continuité, là, vous dites, Irina. D'accord. Et surtout, j'ai l'impression que dans les discussions un peu de marché, ce nouveau gouverneur semble bien plus hawkish qu'elle-même. Donc presque pas dans le bon sens, parce qu'elle est sortie pour des raisons personnelles. Il y avait des rumeurs, il y avait des attaques personnelles sur elle, sa famille, il y avait des petites histoires là, qui montaient. Donc voilà, elle a décidé de mener ça de son front en dehors. Mais ce n'est pas une rupture du mandat que Erdogan a donné pour l'instant à sa Banque centrale. Il semble que non. Ce matin, on a eu l'inflation turque pas terrible, mais bon, on l'attendait pas terrible, parce que bon, avec tout ce qui se passe en janvier, montée des salaires, etc. Voilà, donc on savait bien, ce QFD, voilà, on l'a. Et on a eu un premier commentaire de ce nouveau gouverneur qui dit ah non, on lâchera pas la bride avant que l'inflation baisse, alors que l'inflation accélère. Ils peuvent continuer de monter les taux. Il y a peut-être effectivement un risque qu'ils fassent plus. D'accord. Donc là, oui, fait une valse très différente des précédentes, comme vous dites. Et puis la Turquie qui pose désormais très différemment des autres pays émergents qui baissent leurs taux. Voilà. Oui, j'ai vu que sur 2 mois consécutifs, décembre et janvier, je crois qu'on a eu, quand on suit une cinquantaine de banques centrales dans le monde, plus de baisses de taux désormais que de hausses de taux. Et ces baisses de taux proviennent essentiellement des banques centrales émergentes. Il y a peut-être la Turquie et quelques pays frontiers qui ont des problèmes, mais sinon, la plupart des pays émergents baissent leurs taux aujourd'hui. Effectivement. Merci beaucoup, Irina, pour cet éclairage. Chine, Turquie, qui sont 2 mastodontes, évidemment, dans la sphère émergente. Irina Topasseri, économiste senior chez AXA IM. Et nous en venons à notre rendez-vous hebdomadaire autour de l'actualité américaine, ce quart d'heure américain avec Pierre-Yves Dugas, notre correspondant américain en visioconférence avec nous. Bonjour et bienvenue Pierre-Yves. Nous sommes encore sous le coup des chiffres d'emploi spectaculaires, explosifs qui ont été publiés vendredi. Le marché du travail américain, quand on regarde les données qui ont été publiées, est peut-être en train de réaccélérer. Modulo, je le disais en introduction, Pierre-Yves, la question de la fiabilité de ces statistiques. Et ce n'est pas juste les statistiques de vendredi aux États-Unis. Il y a une question globale sur l'appareil statistique dans le monde entier, sur la question de la fiabilité des chiffres aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche dans ce dernier rapport mensuel sur l'emploi aux États-Unis ? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. J'y retourne immédiatement, disait Boris Vian. Sur les 3 derniers mois, prenons la moyenne des 3 derniers mois pour essayer précisément de couper les ondulations qui paraissent excessives. Les chiffres du BLS, Bureau of Labor Statistics, qui sont les chiffres officiels de l'administration fédérale qui mesurent l'emploi, nous sommes en moyenne à 289 000 emplois de plus tous les mois sur 3 mois. Nous avons observé depuis des années de fortes divergences entre d'autres séries privées qui mesurent la même chose, les créations d'emplois aux États-Unis. Mais des divergences aussi fortes que cela, moi je ne me souviens pas en avoir vu. Je fais référence au sondage de la société ADP qui tombe en général 2 jours avant
le premier vendredi du mois, date de la publication des chiffres du BLS. La moyenne de l'estimation de ce sondage ADP depuis 3 mois, c'est 124. Donc on a 124 selon ADP, 289 selon le département du travail. C'est une grosse différence. C'est une grosse différence qui est inquiétante à 2 niveaux. D'abord parce qu'elle remet en question la lecture du trend. Nous avons tous écouté Jérôme Powell dans sa conférence de presse mercredi, qui a cité le chiffre qui était celui qui était exact à ce moment-là, de la moyenne des 3 derniers mois, chiffre qui est invalide aujourd'hui, et qui disait, depuis 3 mois, on observe un ralentissement progressif des créations d'emplois. En fait, non, maintenant on observe une augmentation. On n'a pas créé depuis 3 mois autant d'emplois aux États-Unis que depuis le premier trimestre 2023. Donc, question, point d'interrogation sur le trend. Et puis, point d'interrogation sur les statistiques internes au Bureau of Labor Statistics, au département du travail. Parce que, pour faire simple, les gros chiffres de l'emploi et du chômage qui sont publiés le premier vendredi du mois sont issus de 2 sondages différents. Un premier sondage est réalisé auprès des entreprises, et ce sondage-là mesure le volume de l'embauche, les nombres d'emplois qui sont créés. Un autre sondage, qui est lui aussi mené durant à peu près la partie centrale du mois, s'adresse cette fois-ci aux ménages et mesure tout ce qui est relatif à l'emploi, à l'entrée sur le marché du travail, à la sortie du marché du travail. Or, on s'aperçoit que depuis 6 mois, le rythme d'amélioration du marché du travail aux États-Unis, tel qu'il est mesuré par une méthode, celle du sondage auprès des entreprises, est de 2 tiers plus rapide que la mesure de l'amélioration du travail selon le sondage réalisé auprès des ménages. Alors, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. C'est intéressant et ça peut être potentiellement dangereux parce qu'il est possible que le marché obligataire pense une chose, la Fed en pense une autre. Je me reporte du coup à l'opinion de quelqu'un qui est un expert en la matière. Je parle de Jeffrey Gundlach, qui gère un fonds obligataire en Floride et qui regarde d'autres sources de mesure de l'emploi. Il rappelle que les États américains mesurent le chômage. 50 États américains, auxquels on ajoute un 51e, entre guillemets, qui est la capitale américaine, le District of Columbia. Or, depuis 6 mois, 85% de ces 51 États américains font état d'une hausse du chômage. Donc là aussi, on peut se poser une question sur cette étrange divergence entre diverses méthodes de mesure. Comment peut-on réconcilier les choses ? Le premier réflexe est de dire attention, nous avons plus de création d'emplois parce que nous avons un retour dans la population active de gens qui en étaient sortis, notamment au moment de la pandémie. Manque de peau, ça ne paraît pas évident parce que si l'on regarde le taux de participation à la population active tel qu'il a évolué depuis 1 an, il est pratiquement stable. On est à 62,4 aujourd'hui, 62,5 aujourd'hui contre 62,4 il y a 1 an. Donc, quelle pourrait être l'autre explication, si ce ne sont pas des erreurs dans le sondage eux-mêmes, une augmentation plus rapide de la population américaine? Comment aurait pu-t-on rater une chose aussi évidente? L'immigration. L'immigration, qui est très forte aux États-Unis, pourrait expliquer l'augmentation de la population active et l'augmentation plus rapide que prévu du nombre d'emplois créés. Bon, effectivement, beaucoup d'interrogations, mais encore une fois, je le dis, c'est pas juste aux États-Unis, c'est pas juste sur les données d'emploi. On a des questions sur la fiabilité statistique un peu partout dans le monde, sur les chiffres du marché du travail, sur les chiffres de salaire aussi en Europe. Il y a beaucoup d'incertitudes statistiques aujourd'hui, nous alertent en tout cas les économistes. Et à ce titre, je rappelle, on a eu des révisions effectivement sur la méthodologie et le benchmark pour la mesure statistique du marché du travail américain. On aura des révisions statistiques sur le rapport de l'inflation, le CPI, l'indice des prix à la consommation, je crois, cette semaine, le 9 février, l'appareil statistique américain publiera des révisions attachées au mode de calcul de l'inflation également aux États-Unis, Pierre-Yves. Oui, alors ces révisions-là sont différentes des révisions mensuelles qui interviennent tous les mois, comme leur nom l'indique, puisque lors de la publication vendredi dernier des chiffres de l'emploi de l'estimation du mois de janvier, on a révisé a posteriori les chiffres de décembre et les chiffres de novembre. On avait raté 126 000 emplois nouveaux.
C'est pas rien, 126 000. 126 000, c'est l'équivalent d'un mois mesuré par ADP. On n'a pas besoin d'être complotiste pour s'imaginer que des erreurs peuvent être commises. Encore une fois, ce qui est important, c'est de noter que ces interrogations, ces énigmes, ces discrepancies, on dirait en anglais, interviennent à un moment crucial qui pourrait induire en erreur un changement de politique monétaire. Ouais. Et c'est une raison de plus pour faire très attention à la lecture de ces chiffres. Et ça participe sans doute de ce besoin de plus grande confiance qu'appelle de ses vœux aujourd'hui Jérôme Powell avant de prendre la décision de baisser les taux directeurs pour la première fois. Vous évoquiez le sujet de l'immigration, Pierre-Yves, ça va être un des gros sujets politiques de cette semaine à Washington, puisque le leader démocrate du Sénat, Chuck Schumer, aimerait bien un vote cette semaine sur un projet de loi bipartite qui se réfère à la question de la sécurité aux frontières et qui englobe également la question d'un package d'aide à l'Ukraine et à Israël également, si je ne dis pas de bêtises, Pierre-Yves. Vous avez tout à fait raison, Grégoire. Vous suivez très bien l'actualité washingtonienne depuis Paris. Je suis aidé, Pierre-Yves, chaque lundi à 13h45 avec le quart d'heure américain. Chuck Schumer, leader démocrate du Sénat, espère que ce compromis bipartite pourra faire l'objet d'un vote mercredi. Malheureusement, même si ce compromis bipartite, qui est négocié depuis des mois, venait à être adopté, il n'a aucune chance d'être adopté à la Chambre des représentants. Autrement dit, ça serait lettre morte. Et là, je voudrais faire un pas en arrière parce que je pense que cette question de l'immigration et de la réforme de l'immigration est un exemple typique des raisons pour lesquelles le système politique américain de séparation des pouvoirs et de division du Congrès en deux, entre deux chambres qui doivent absolument s'entendre sur le même texte à chaque fois, aucune chambre, c'est pas comme en France où l'Assemblée nationale peut avoir le dernier mot sur le Sénat. Là, il faut que toutes les lois soient adoptées par les deux chambres dans les mêmes termes. Au Sénat, on peut parfois obtenir un compromis bipartite. À la Chambre, c'est extrêmement difficile. Et le nouveau speaker de la Chambre, qui est un républicain, M. Mike Johnson, a dit le compromis que le Sénat risque d'adopter sera jeté à la poubelle dès le début. Pourquoi ? Alors, les républicains, et en particulier les trumpistes, qui ont vraiment la main sur le Parti républicain en ce moment, préfèrent un désaccord, préfèrent qu'aucune loi soit votée parce qu'ils vont disposer ainsi d'un sujet pour faire campagne sur lequel ils vont pouvoir surfer, qui est celui de l'incapacité de l'administration Biden à prendre le contrôle de la frontière. Au lieu de résoudre le problème, ils préfèrent que le problème ne soit pas résolu, ça leur donne un sujet de campagne. D'un autre côté, les démocrates, qui ont nié l'existence même de ce problème de contrôle de la frontière, font du rétropédalage parce qu'ils regardent les sondages et ils s'aperçoivent que beaucoup d'Américains ne comprennent pas que tous les ans, la police aux frontières arrête plus de 3 millions d'illégaux, dont plus de 2 millions sont arrêtés à la frontière avec le Mexique. Ce sont des chiffres énormes, même pour les États-Unis, pays de 335 millions d'habitants, et ce sont des chiffres d'ailleurs qui peut-être jouent un rôle, on vient d'en parler, sur les créations d'emplois aux États-Unis. Dans le compromis bipartite en discussion au Sénat et qui est sur le point d'être adopté, il y a l'idée, tenez-vous bien, que si l'on attrape plus de 5000 migrants illégaux en moyenne par semaine, la frontière pourra être fermée. Et Joe Biden aujourd'hui dit « je fermerai la frontière ». Ces mots-là, lorsqu'ils étaient prononcés il y a 3 ans par le président de l'époque, Donald Trump, étaient jugés inacceptables, inhumains, contraires aux principes élémentaires de l'empathie à l'égard des pauvres qui viennent travailler aux États-Unis par le Parti démocrate. Aujourd'hui, toute cette rhétorique est reprise par Joe Biden, qui se rend compte qu'il y a un vrai problème à la frontière. Si les termes de cet accord bipartite sont respectés, cette barrière des 5000 migrants en moyenne par jour, par semaine attrapés, aurait fait l'an dernier que la frontière la frontière américano-mexicaine aurait été fermée tous les jours. Tous les jours, on aurait fermé complètement la frontière si ce niveau avait été dépassé. Il y a un énorme problème de gestion de l'immigration illégale aux États-Unis et malheureusement, pour des raisons électoralistes, ce problème ne sera pas résolu probablement avant des mois.
Merci beaucoup Pierre-Yves pour votre éclairage hebdomadaire sur l'actualité économique et politique américaine. Ce quart d'heure américain chaque lundi sur Smart Bourse est à retrouver évidemment en replay sur bismart.fr.